Été 1914. L'été est magnifique et l'insouciance règne. Tous les rois et dirigeants de l'Europe, y compris la Russie, sont frères, cousins, oncles et n'ont a priori aucune raison de se faire la guerre. Sauf que des jalousies existent entre les monarques et alimentent les frustrations et les haines réciproques. Sur fond de nationalisme exacerbé, les prétentions de l'Allemagne à l'hégémonie et la volonté de revanche de la France qui avait perdu l'Alsace et une partie de la Lorraine lors de la guerre de 70. Elle a également pour cause directe la politique de l'Autriche-Hongrie dans les Balkans. La compétition économique en est également l'une des causes principales. Par le jeu des alliances, cette guerre fut la guerre des deux coalitions. Les empires centraux, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, furent soutenus par la Turquie et la Bulgarie. De l'autre côté, les alliés, la France, Belgique, Empire britannique, Russie, Serbie, Monténégro, puis l'Italie, le Portugal, la Roumanie, la Grèce et finalement les États-Unis. Le déclencheur de la Grande Guerre est un événement d'apparence mineure. Il s'agit de l'assassinat à Sarajevo, en Bosnie, le 28 juin 1914, de l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche. L'assassin est un nationaliste serbe. L'Autriche, soutenue par l'Allemagne, envoie en Serbie un ultimatum sévère. La Serbie rejette cet ultimatum avec le soutien de la Russie. Elle mobilise ses troupes et l'Autriche de son côté en fait autant. Le jeu des alliances peut désormais déployer toute sa logique. La machine infernale est en route. Le 28 juillet, l'Autriche déclare la guerre à la Serbie. Le 30, la Russie mobilise. Le 31, l'Allemagne somme la Russie de cesser la mobilisation dans les 12 heures. Un autre ultimatum est envoyé à la France pour qu'elle reste neutre. Refus de la Russie et de la France. Le 1er août, l'Allemagne mobilise et déclare la guerre à la Russie. La France mobilise. Le 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France. La Belgique est envahie. Protestation de l'Angleterre le lendemain, qui menace d'entrer en guerre à son tour. Le 6 août, la Serbie déclare la guerre à l'Allemagne. L'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Russie. Le 11 août, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Autriche-Hongrie. Les Français positionnent leurs troupes en vue d'une offensive des Allemands en Lorraine. Mais ceux-ci choisissent le contournement des lignes françaises et arrivent par la Belgique, pourtant neutre, et dessinent un vaste mouvement tournant qui déborde par l'ouest le dispositif défensif des Alliés. Commence alors la bataille des frontières. De durs combats ont lieu dans la région comprise entre Maubeuge et Sarrebourg, qui tourne rapidement au désavantage des Français. La première armée et la deuxième subissent de graves revers, même si elles réussissent une riposte à la trouée des charmes. Au nord, l'armée britannique et la 5e armée sont forcées à évacuer les secteurs de Mons et de Charleroi. C'est la retraite généralisée. Les troupes allemandes déboulent vers le sud. Le 2 septembre, la première armée allemande est aux portes de Senlis et de Meaux. Le 5, elle est à 25 km de Paris. Le gouvernement se replie à Bordeaux, tandis que Gallieni et Joffre organisent la contre-offensive. Toutes les forces disponibles sont réquisitionnées pour bloquer la progression de l'ennemi. L'épisode des taxis de la Marne, qui achemine sur le front les troupes stationnées dans Paris, est peut-être secondaire sur le plan militaire, mais reste le symbole de l'énergie du désespoir déployée alors. La première bataille de la Marne, du 6 au 10 septembre, s'engage et permet effectivement de stopper l'avancée allemande. Pour éviter l'encerclement, les Allemands reculent sur l'Aisne, au nord de Reims et en Argonne, étant un mouvement de débordement par l'ouest. C'est la course à la mer. Le 7 novembre, l'offensive allemande s'arrête. Le front s'immobilise. Il forme une ligne qui va de la mer du Nord à la Suisse, et le long de laquelle chacune des armées creuse des tranchées dans lesquelles elles s'enterrent. Les soldats vont vivre ainsi pendant près de 3 ans dans la boue et la détresse, lançant de temps à autre des attaques meurtrières contre les tranchées d'en face, parfois situées à seulement quelques dizaines de mètres.
Début 1915, Joffre tente 2 vaines offensives pour percer le front allemand en février et mars, en Artois et en Champagne, où l'assaut est procédé par un effroyable pilonnage d'artillerie. Pendant 3 jours, plus de 3 millions d'obus s'abattent sur les lignes allemandes. Les Allemandes pilonnent de la même façon les positions françaises de l'Argonne. Les attaques, tout aussi violentes, vont se répéter au cours de l'année, sans qu'à aucun moment les Alliés ne parviennent à rompre le front occidental. 1916 est d'abord l'année de la bataille de Verdun. Verdun est le cœur de la France, disaient les Allemands, et la France est notre principal ennemi. Prendre Verdun est pour eux le moyen le plus sûr d'écraser la France et de lui imposer les conditions de la paix. Le 21 février 1916, un bombardement d'une violence inouïe est dirigé contre les positions françaises de première ligne, sur la rive droite de la Meuse. Brabant, Aumont, Harbourg, Orne et Fresnes. Les soldats français, trop peu nombreux, opposent en vain une résistance désespérée. Ils doivent se replier le 24 sur leur seconde ligne, sous la protection des forts de Douaumont et de Vaux. Le bombardement redouble et l'ennemi continue d'avancer. Mais le 21 au soir, Castelnau arrive et prend les mesures nécessaires pour organiser la défense. Il confie le commandement au général Pétain. Le 26, un régiment brandebourgeois s'empare par surprise du fort de Douaumont. Cependant, des renforts considérables arrivent de toutes parts. Le ravitaillement en munitions et en vivres est assuré par le chemin de fer meusien et par des milliers de camions. L'attaque allemande commence quelques jours plus tard sur la rive gauche. Bombardements et combats acharnés pour la possession de Bettincourt, Forges et Reigneville, de la Côte de Loye, de Curmières et du Bois des Corbeaux. La lutte se poursuit sur les 2 rives de la Meuse. En mai, Pétain fut remplacé par le général Nivelle. La bataille, un instant ralentie, se déchaîne plus violente que jamais sur les 2 rives de la Meuse. À l'ouest, 3 divisions allemandes lancées le 20 mai à l'assaut du Mort de l'Homme et de la côte 304 sont repoussées avec des pertes énormes. La situation est critique. Le 22 et le 23 juin, après un effroyable bombardement, 5 divisions d'élite, des Stoßtruppen, se ruent contre les positions françaises, prennent Tolmont et Fleury, mais sont écrasées à Froid-de-Terre et à Souville. Le 21 octobre, Nivelle engage sur la rive gauche de la Meuse une vigoureuse contre-offensive. Remporte le 24, en présence de Joffre et de Pétain, une première victoire qui rend Danlou offensé, ainsi que le fort de Douaumont, et réoccupe le 2 novembre le fort de Vaux, abandonné par ses défenseurs, et dans la splendide journée du 15 décembre, remporte le front sur l'emplacement qu'il occupait le 23 février 1916. Les tranchées créées en 1914 sont bien organisées. En 1916, avec la pluie incessante, elles sont devenues un véritable bourbier, où les hommes se lavent dans cette eau. La troupe vit dans la crasse et dans la boue, côtoyant rats et vermine. Devant la tranchée se trouvent les fils de fer barbelés et les ouvrages de protection qu'il faut franchir à l'assaut et au repli. En juillet 1916, Joffre a obtenu que les Anglais interviennent pour dégager Verdun, par une attaque dirigée sur une autre partie du front, la vallée de la Somme. Sir Douglas Haig commande l'opération sur une 40aine de kilomètres de large. Les canons lourds écrasent les Allemands depuis 5 jours et 5 nuits. Au top, les hommes s'élancent, courent, tombent fauchés par les mitrailleuses. À la fin du jour, plus de 60 000 soldats anglais sont couchés dans les champs. Et jusqu'en novembre 1916 va se poursuivre une des batailles les plus meurtrières de la Grande Guerre. De nouvelles armes sont utilisées, les lance-flammes, les gaz et des masques de fortune sont confectionnés. Les tanks rentrent en scène, mais les équipages maîtrisent difficilement ces mastodontes révolutionnaires. Cependant, ils traversent les lignes et les Allemands sont effrayés. Mais ils réagissent vite et 9 tanks sont éventrés par des obus, d'autres tombent en panne et sont attaqués et détruits. C'est un échec. Jusqu'à mi-novembre, le massacre se poursuit avec peu de bénéfices. Les troupes anglaises et françaises auront perdu 620 000 hommes et les Allemands 450 000. Pendant ce temps, les populations souffrent, les denrées manquent et il faut faire la queue.
À Londres, Lloyd George, le nouveau Premier ministre, veut diminuer les pertes en France et ne fait pas confiance au chef du corps expéditionnaire, Sir Douglas Haig. Il préfère le général français Nivelle, qui lui a présenté un plan pour une victoire rapide et sûre et propose une double offensive au nord sur le chemin des Dames. Nivelle lance l'offensive en avril 1917 et 40 divisions françaises s'élancent. L'ennemi a caché ses défenses et les Français se font massacrer au chemin des Dames. 200 000 morts en quelques jours. Les soldats français perdent le moral. Trop de blessés, trop de gueules cassées. Sur le front, les divisions se mutinent. Ils veulent que la guerre se termine. Les généraux s'inquiètent et les mutineries doivent être stoppées coûte que coûte. Ils doivent absolument reprendre en main la troupe et lui rendre sa confiance dans le commandement en n'ordonnant que des actions bien préparées et plus sûres. Du côté anglais et allemand, les officiers doivent également faire face à des révoltes. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est un craon sur le plateau, on doit laisser sa peau, car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. En Angleterre, le peuple en a assez des privations et les ouvriers se mettent en grève. Winston Churchill est nommé ministre pour reprendre la situation en main. L'Angleterre est affamée, car les sous-marins allemands torpillent les bateaux de ravitaillement. Il mettra en place les convois, selon les recommandations de l'amiral américain Sim. Et Washington est ainsi convaincu que l'on peut envoyer en France une grande armée. Mais celle-ci n'existe pas, il faut la constituer. En attendant, le général anglais Haig lance la 3e offensive dans les Flandres. Il fait creuser des tunnels sous les lignes allemandes et y installe 500 tonnes d'explosifs. Le 16 juin 1917, les lignes allemandes explosent et 20 000 Allemands sont tués ou blessés. En juillet 1917, il attaque la crête de Peschendal. Les pluies diluviennes et les trous d'obus empêchent l'avancée des Anglais qui s'embourbent. Les Allemands, eux, sont bien enterrés et disposent de canons lourds. Pendant les 4 mois d'automne, la bataille continue, sans merci. C'est un désastre. Les forces britanniques ont perdu 250 000 hommes pour avancer de 8 km et les Allemands près de 300 000. Ludendorff veut mettre l'Angleterre à genoux et ordonne la guerre sous-marine à outrance. Une centaine de sous-marins allemands vont attaquer tous les bateaux de commerce qui ravitaillent l'Angleterre, y compris les navires américains. Et c'est ainsi que le Cagna, transportant 1700 soldats français, est coulé. Le 19 mars 1917, 3 navires marchands américains sont coulés. Wilson, le président américain, veut trouver un prétexte pour intervenir. Pour lui, la France est le pays des droits de l'homme et il veut sauver la démocratie. De plus, il a prêté 2 milliards de dollars aux Français et aux Anglais et si les Allemands gagnent la guerre, il ne sera jamais remboursé. Le 6 avril 1917, il déclare la guerre à l'Allemagne et rejoint les forces alliées. Mais les Américains n'ont pas d'armée et il leur faut recruter et former. Le général Pershing arrive en France avec ses premières troupes, mais ne veut pas qu'elles incorporent les troupes alliées. Il veut une armée américaine. Cependant, ce sont les instructeurs français et britanniques qui vont former cette armée, mais cela va prendre du temps. En mars 1918, les Allemands ayant signé une armistice avec les Russes ramènent leurs troupes sur le front de l'Ouest et rassemblent 2 millions d'hommes et ont ainsi la supériorité numérique. Ils lancent une offensive sur l'ensemble du front. Le 21 mars 1918, ils s'infiltrent derrière les troupes alliées et en 3 jours, ils sont à 120 km de Paris. Les avions allemands entrent en scène et bombardent Paris. Des obus sont également tirés sur Paris,
par la Grosse Bertha. C'est un monstre composé de 3 canons soudés bout à bout, dont la portée est de 120 km. Le 14 avril 1918, les forces de la coalition décident de réunir leurs forces et désignent comme chef suprême le général Foch. En mars, Foch demande à Pershing d'entrer dans la guerre, mais il refuse et dit que ses troupes ne seront opérationnelles qu'en 1919, et qu'il veut mener une guerre de mouvement sur de vastes étendues et dans le ciel. Des combats aériens s'ensuivent, où s'illustre Guy Maire, qui est abattu, et René Fouque, avec 75 victoires. Mais leur plus terrible adversaire est Richthofen, appelé le Baron Rouge de la couleur de son avion, avec 80 victoires. C'est le héros national. Volant trop bas pour échapper à un avion ennemi, il est abattu par la DCA australienne. La disparition du Baron Rouge est durement ressentie par tous les Allemands. L'avance allemande s'arrête parce que la logistique ne suit pas. Le ravitaillement n'arrive plus. Les hommes sont affamés. L'eau est contaminée par les cadavres en décomposition et la vermine. Le transfert d'hommes gigantesque favorise la pire épidémie, la grippe espagnole, qui met hors de combat 200 000 Britanniques, 400 000 Français et 500 000 soldats allemands. Le 23 avril 1918, à Saint-Mihiel, une position américaine est attaquée et 650 hommes meurent. Pershing est furieux, contre-attaque et lance ses troupes. Le 15 juillet, les Allemands reçoivent l'ordre de reprendre leur marche. Et le général Mühlendorf lance ses dernières divisions, 200 000 hommes, vers Paris. Mais les Français les attendent. Foch a monté une puissante offensive interalliée avec 2 millions d'hommes et 500 chars, commandée par le colonel Patton. C'est l'effondrement de l'armée allemande, qui n'a ni chars ni réserve, et perd 150 000 hommes, dont 40 000 prisonniers. Début octobre 1918, dans l'Est et le Nord dévastés, les puissantes offensives de Foch progressent sur tous les fronts. Les Américains en Argonne, les Français dans la Meuse, en Champagne et en Picardie, les Britanniques et la cavalerie australienne sur Cambrai, Belges et Canadiens sur Mons. Beaucoup d'Allemands se rendent après l'ultime combat. En Allemagne, c'est la Révolution. Un nouveau gouvernement avec les socialistes destitue Ludendorff le 25 octobre. Le 29 octobre, Guillaume II se rend à son QG de Spa, mais le nouveau gouvernement ne le soutient pas et le Kaiser abdique le 9 novembre 1918. Le 11 novembre 1918, le train spécial du maréchal Foch entre en gare de Compiègne. Dans ce wagon, en dehors des caméras, les envoyés du gouvernement allemand signent l'armistice. L'Allemagne reconnaît qu'elle est vaincue et demande l'arrêt des hostilités. Sur le front, le cessez-le-feu est déclaré à 11 heures. La guerre est enfin terminée. Elle aura duré 4 ans. 75 millions d'hommes ont été mobilisés. 10 millions de soldats tués, 7 000 Portugais, 13 000 Belges, 90 000 Bulgares, 120 000 Américains, 130 000 Serbes, 200 000 Roumains, 350 000 Turcs, 450 000 Italiens, 900 000 soldats de l'Empire britannique, 1 200 000 Autrichiens, 1 400 000 soldats de la France et des colonies, 1 700 000 Allemands et 1 800 000 Russes, 20 millions de soldats blessés, 8 millions de civils morts. Mais partout dans le monde, la liesse est populaire. J'ai fait la connaissance de Guy Briand et de Jean-Jacques Frodot en tant que membres du Conseil des sages de la ville de Saint-Hilaire-de-Riez, tous les trois faisant partie de la même commission. Un sujet leur tenait à cœur, c'était celui de la remise en état de la tombe du soldat Bardon, poilu de 14-18, qui était à l'abandon et dont nous parlerons plus tard.
Guy, âgé de 94 ans, étant rentré à l'EHPAD en 2016 et Jean-Jacques étant décédé en 2017, les membres du Conseil de sages ont voulu reprendre ce sujet en leur mémoire et cette tâche m'a été confiée. J'ai donc rencontré Guy à l'EHPAD pour me parler de ce soldat ardent. Et c'est à cette occasion que j'ai découvert le travail gigantesque qu'il avait réalisé sur les îles Arrois et la guerre 14-18, qui lui avait pris plus de 7 ans de travail, de recherche et d'analyse, aidé de Jean-Jacques et de son épouse Annick. Il en avait même fait une exposition en 2015 à la médiathèque. Et il avait déclaré « Actuellement, j'ai commencé à rédiger par écrit avec mon amie Annick le résultat de mes 7 années de recherche et j'espère en sortir un document qui pourrait être déposé à la médiathèque et mis à la disposition du public. » Étant rentré à l'EHPAD, il n'a pas pu le faire et il me disait « C'est mon plus grand regret. Que va devenir le travail de mes 7 années ?» Étant vidéaste amateur, j'ai eu l'idée de faire un film retraçant brièvement son travail. Le 17 avril 2018, je l'ai donc interviewé et filmé avec Annick et tous ses dossiers. Nous avons réussi à traiter la plupart des sujets et Guy étant fatigué, avons remis à plus tard la suite de cette interview. Mais la maladie a été la plus forte et l'a emporté le 23 mai. Guy, comment t'est venue l'idée de faire un travail de recherche sur la guerre 14-18 ? C'est en allant sur la tombe de mes parents, qu'en regardant le monument aux morts, que je me suis dit, tiens, il dit au fond, il y a tous ces braves gens qui sont sur ce monument, il serait peut-être intéressant de connaître qui c'étaient ces gens-là. Oui. Parce que ce sont des Ilérois, ils sont tous nés à Saint-Hilaire, mais il faudrait peut-être les identifier. Alors, partant de ce principe-là, je me suis mis à travailler, à consulter les registres d'état civil de la paroisse et de la municipalité. J'ai essayé d'identifier ces gens-là. Alors, il a fallu que je consulte les registres de 1890 à 1900, 552. Tu as recensé 1552 noms. 7 et 828 mobilisés. En appelé, en 14, on en a eu 430, en 15, 166, en 16, 41, 17, 35, 18, 23, et après 133. Profession, 420 cultivateurs, 84 domestiques, 110 marins, 130 métiers divers, menuisiers, maçons, etc. et 84 divers. Après, tu as ressorti donc les fiches d'immatriculation, et donc ce sont ces feuilles-là que vous avez retrouvées. Les fiches matriculaires. Oui. D'accord. Et elles étaient où ces fiches? Alors, il y a les fiches, il y a la fiche matriculaire qui identifie l'intéressé, et ensuite il y a la fiche de décès, dans laquelle on retrouve où il est mort. ces fiches-là, il faut d'abord aller chercher dans le recensement. Toutes les personnes, on les a recherchées dans le recensement. Après, on nous donne le numéro de matricule. Et avec ce numéro matricule, on va dans Mémoire des hommes, dans les archives de l'armée, et on retrouve à La Roche-sur-Yon, et on retrouve les fiches matriculaires d'après le numéro. Et donc ça, vous l'avez fait pour les 828 mobilisés. Mobilisés, D'accord. oui. Et donc là, effectivement, on voit l'état civil de la personne, où il est né, où il habite, et puis le détail des services et des mutations. Oui. C'est-à-dire que là, il y a tout le parcours. Il y a tout le parcours de l'intéressé. Et donc, une fois que tu as identifié tous ces mobilisés, que tu as eu toutes ces feuilles de recensement, tu as déterminé les blessés, les morts, et donc tu as fait des tableaux
que je pense incroyable, avec la liste des blessés par date, par âge. Ce qui fait qu'on a eu 258 blessés. En 14, on a eu 35 blessés, en 15, 82, en 16, 49, en 17, 40, en 18, 52. C'est-à-dire qu'il y en a 20 qui sont morts suite des blessures, et il y en a 206 qui ont été blessés, mais qui sont morts qu'après. On a dénombré 163 morts pour la France, à savoir 87 tués à l'ennemi, 11 portés disparus, 32 décédés suite de blessures de guerre, 33 décédés suite de maladies. Alors, une particularité, c'est que on a Véronneau qui a été tué en Extrême-Orient, et Missando qui a été tué à Combles, et Guyon qui a été tué en Syrie. C'est qu'on s'aperçoit que le plus jeune avait 19 ans et le plus âgé avait 44 ans. Alors là, un problème qui est important, on a trouvé que sur le monument aux morts de Saint-Hilaire, il y avait 126 noms. Normalement, il y en a 4 qui devraient être, qu'on a retrouvés sur le livre d'or, voilà, mais qui ne sont pas sur le monument. Sur le monument. Et ce sont ces 4-là qui, moi, j'aurais aimé qu'on puisse les rajouter. Il y a Berthomé, Guyon, 1100, Pinault. Et alors, j'ai trouvé aussi qu'il y a 33 Iérois morts pour la France qui figurent par leur résidence sur un autre monument aux morts d'une autre commune. Il y en a combien qui sont enterrés à Saint-Hilaire? Saint-Hilaire, 17. Il n'a pas compris la question. Il y a une chose aussi qui est intéressante, c'est les raisons de leur démobilisation. Ceux qui ont été libérés pour des raisons différentes. Il y a eu les affectés spéciaux, c'est-à-dire ceux qui étaient employés à la SNCF. Il y a ceux qui ont été libérés pour raisons agricoles, pour raisons de situation de famille nombreuse. Et tu as également établi un tableau avec les grades et les médailles. On a eu 5 adjudants et 16 sergents. Les médaillés militaires, on a détecté, parce que c'est pas facile, 44 médaillés militaires et 3 de la Légion d'honneur. La Légion d'honneur, il y a Barthaud, Marcel, à qui on a remis la Légion d'honneur sur la place de Nantes après la guerre. Ils n'ont pas tous combattu en France, ils ont combattu aussi dans d'autres pays. Et on a la liste en Albanie, en Algérie, en Italie, à Macédoine, Madagascar, Silésie, Sénéchal, le Gabon, Tonkin, Djibouti, Syrie, Cochinchine, Serbie, Yougoslavie, Maroc, Extrême-Orient. Ce qui est intéressant, ce sont ces gens qui ont été sur des bateaux. Il y a 2 catégories. Il y a ceux qui ont été passagers sur des bateaux qui ont été naufragés, et il y a ceux qui étaient sur les bateaux quand le bateau a sauté, quoi. Alors il y a eu 24 bateaux qui ont été coulés, donc sur lesquels on a trouvé Fradin sur le Galliard, Fortin sur le Patrie et Péloquin sur le Provence. Maintenant, tu vas me parler des prisonniers. Les 63 prisonniers. Voilà. Cherchez la liste. Parmi les prisonniers, on retrouve Charles de Gaulle, qui a été prisonnier à l'entrée de la guerre. Il était lieutenant, blessé 3 fois, et une 3e fois à la bataille de Verdun. Il sera laissé pour mort, puis fait prisonnier par les Allemands,
il tentera cinq fois de s'enfuir des différents camps où il sera enfermé. Des camps de prisonniers, il y en avait 737. 137 camps principaux, il y a eu 76 camps d'officiers, 86 camps français, 243 camps de travail, 28 camps de représailles, qui fait un total de 737 camps. Guy, parle-moi un peu de ton père. Il a fait la guerre de 14. Alors mon père est né à La Garnache en 1897, appelé le 7 janvier 1916, incorporé au 6e régiment d'infanterie, nommé caporal avril 1918. Le soldat Bardon a une histoire particulière. Jean Bardon est né le 13 janvier 1881 à la Casardière, à Saint-Hilaire-de-Riez, cultivateur de son métier. Il est incorporé sous le matricule 1789, le 1er août 1914, au 125e régiment d'infanterie. Le 27 décembre 1915, il passe au 142e et combat à Mache-Frecourt dans la Meuse. Et son régiment part au mont Tétu pour reprendre des tranchées perdues. Puis il va à Sainte-Ménéhould, puis dans la Marne, où il combat à Brabant-le-Roi, Vrigny, Dompierre-le-Château. En avril et mai, de retour à Sainte-Ménéhould, de violents combats déciment de nombreux soldats du 142e régiment. Blessé, il est hospitalisé à Melun, où il décède des suites de ses blessures. Mort pour la France. Ce qui est caractéristique, c'est le procès-verbal qui retrace le rapatriement du corps du soldat Bardon. Procès-verbal constatant l'inhumation du corps du soldat Bardon Jean-Louis Joseph, l'an 1116, le 25 juin à 11h. Nous, Morino Louis, maire de Saint-Hilaire-de-Riez, vu la circulaire de monsieur le préfet de la Vendée du 21 juin 1916, nous informons que monsieur le préfet de Seine et Marne autorisait le transport dans cette commune pour y être inhumé. Le corps du soldat Bardon Jean-Louis Joseph, décédé à Melun le 17 juin 1916. Nous sommes transportés aujourd'hui à la gare de cette commune, alors précitée, à l'effet de recevoir à l'arrivée du train le cercueil contenant le corps du dit soldat Bardon. Entourés de la famille, nous avons pris possession du cercueil en bon état, contenant les restes mortels du soldat et sur les désirs exprimés par sa veuve. L'avons fait transporter à son domicile. Le lendemain 26, le corps du dit défunt, dans le cercueil qui était intact, a été ramené dans une charrette à bœufs pour l'inhumation à l'entrée du bourg, déposé sur un brancard. La bière a été portée à l'église par des militaires en tenue. Après la cérémonie religieuse qui a eu lieu à 4h30, le cercueil a été porté dans le même ordre et avec le cérémonial ordinaire au cimetière pour procéder à l'inhumation. Avons constaté avec plaisir qu'une assistance nombreuse, émue et recueillie était venue accompagner à sa dernière demeure et saluer en signe de reconnaissance cet enfant de la commune blessé mortellement en combattant pour la France. Toutes ces opérations ont été faites avec le respect dû à la mémoire des morts et en particulier pour ce père de famille mort pour la France des suites de ses blessures. De tout quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal qui sera transcrit sur les registres, nos arrêtés municipaux et une copie adressée à monsieur le préfet de la Vendée. Fait en mairie à Saint-Hilaire-de-Riez, moi et en que dessus. En souvenir du soldat français hiérois mort pour la France et enterré donc au cimetière de Saint-Hilaire, je pense qu'on pourrait faire quelque chose pour entretenir cette tombe avec un entourage. J'ai commencé à travailler avec Guy à la suite de la disparition de Colette, son amie, avec qui il avait commencé ses recherches, et il m'a demandé si je voulais continuer ses recherches avec lui. Je lui ai dit ben oui, parce que moi l'histoire m'intéressait. Et donc on a commencé tous les deux.
Et Guy, il est venu à la maison faire des petites recherches sur l'ordinateur avec moi. Et puis voilà, c'est comme ça que c'est parti. Mais Guy était très méticuleux. S'il avait quelque chose en tête, il fallait le chercher. Il fallait aller jusqu'au bout de ce qu'il avait. Quoi dire? Après, on a tout fait, chercher les bateaux, chercher les cimetières où étaient morts ces personnes, les sépultures. Alors, nous avons cherché toutes ces tas. Les petits pays où les gens étaient prisonniers, on a cherché tout ça, les cartes, les soldats où ils étaient. On a recherché toutes les sépultures, ce qui naît énormément. Et puis les bateaux, ça par contre, les bateaux aussi, mais on n'a pas pu tout avoir parce que sur les marins, parce que ça dépend de la marine. Et nous, la marine, on n'y avait pas trop accès, il fallait aller à Rochefort. Il a fait aussi un gros travail sur les prisonniers. Alors ça, pour les prisonniers, Guy, ça a été un travail de fourmi pour lui. De toutes les fiches, il a fait tout un recensement des prisonniers, des blessés, des blessés, des tués. Et il a fait tous des graphiques, tous ces graphiques, parce que moi, là-dessus, non. Hein. Mais lui, il fallait qu'il fasse tout, lui. Hein. Il recopiait, il tapait sur sa petite machine, et après, il m'ordonnait tout, à remettre tout au propre. Il fallait que je refasse tout, et à la virgule près, et tout. Hein. Les accents, tout, il fallait que ce soit fait. Si j'oubliais un point où c'était pas bien, hop, il fallait que je refasse. Oui, alors j'ai vu sur ces classeurs, il me disait, bon, c'est sur le classeur numéro 1, et il y avait donc 2 classeurs sur lesquels il mettait tous ces documents, et c'était répertorié de 1 à 40, et puis de 40 à 83. Oui, tout était classé, mais suivant comment lui, il avait décidé, parce que moi, je n'ai pas le nom. Lui, il y avait lui qui avait les mains mises dessus. Moi, je cherchais comme il me demandait. Il me disait, Annick, tu me cherches ça. Je veux ça. Des fois, je lui disais, mais j'arrive pas à trouver vraiment ce que vous voulez. Il me dit, je vais venir, on va regarder sur l'ordi. Et lui disait, c'est ça que je veux. Oui, alors, entre le livre d'or et puis ce qui l'a beaucoup chagriné, c'était les gens qui n'étaient pas sur le monument aux morts. Et il y avait des personnes, donc il a trouvé les morts qui sont morts pour la France, mais qui ne sont pas inscrits au monument aux morts. Et ça lui tenait à cœur que ces personnes soient marquées sur ce monument aux morts, pour leur rendre un dernier hommage, pour que les familles sachent qu'ils étaient morts vraiment pour la France et qu'ils étaient là. Mais bon. Et ça, il a fait la comparaison avec le livre d'or, c'est ça? Le livre d'or, oui. Il a trouvé des noms sur le livre d'or, d'autres personnes qu'on n'avait pas. Et il a trouvé aussi avec l'église et la mairie. Parce qu'il y a des documents des 2 côtés. Donc Guy cherchait sur les 2 côtés tout le temps. L'église et la mairie. Et après, faut les chercher après. Nous, par Internet, on cherchait sur la mémoire des hommes tous ceux qui sont morts pour la France. Donc il y a tout un site où, comme ils l'ont refait, tous les gens qui sont morts pour la France à Saint-Hilaire. Et on a trouvé ces personnes-là. Bon, eh bien, bonjour Serge. Serge Barbeau, qui est membre de l'association Histoire, Culture et Patrimoine du Pays de Riez, et qui va donc nous parler du camp américain installé dans le pays de Mont et de Riez. Voilà, c'est ça. J'ai eu l'occasion de traduire le dossier du commandant MacDill, et qui était le commandant du camp, et il ressort de ce dossier que lorsque les Américains sont entrés en guerre, ils n'avaient pratiquement pas de pilote et pas d'avion. C'est la raison pour laquelle ils se sont installés à Cazaux, dans les Landes, dans l'enceinte du camp qui s'appelle aujourd'hui le camp Ferdinand Marsac, du nom de son commandant de l'époque. Et c'est là qu'ils ont commencé à faire l'entraînement des pilotes au niveau de l'artillerie. Alors il faut savoir qu'à cette époque-là, l'armement sur les avions n'existait pas, ou peu. On a utilisé les mitrailleuses de terrain,
qu'on a installés dans les avions, et il a fallu former les pilotes pour faire de l'observation, du tir, etc. Et donc, assez rapidement, les Américains se sont aperçus qu'ils ne pourraient pas former tout leur personnel dans l'enceinte de Cazaux trop petite. Ils ont donc décidé de créer leur propre camp de formation. Ils ont été amenés à rechercher un site qui présente de grandes similitudes avec le site de Cazaux, parce qu'ils se sont aperçus que la formation réalisée à Cazaux était une formation de grande qualité. Les critères recherchés étaient forcément un grand espace d'eau, lac, mer, un espace de terre peu ou pratiquement pas urbanisé pour installer le camp. Il fallait des terrains pour poser les avions en urgence et des terrains d'entraînement. Ce sont les Français qui ont fourni l'adresse du Champ Gaillard aux Américains. Des Français qui étaient installés à la base anti-sous-marine des Sables d'Olonne. Et c'est comme ça qu'en février 1918, les Américains ont commencé la prospection sur le terrain du Champ Gaillard. Alors, dans la semaine du 16 au 20 février 1918, le site a été visité et étudié par un capitaine qui représente le service aérien de l'armée américaine et par le capitaine Cooper du Royal Corps aérien britannique et quelques autres officiers, notamment des officiers du génie. Le site a donc été exploré, visité et proposé à la validation par les Français. Le site a été de nouveau visité la semaine suivante par le capitaine McDill qui allait devenir le commandant de cette base. Et le site a été validé en mars, le 25 février par les Américains et en mars par les Français. Et très vite, la construction a commencé. Le 16 avril est arrivé de Saint-Nazaire le commandant Edward, officier ingénieur chargé du génie civil, et il a été suivi par plusieurs autres personnalités qui sont arrivés pour occuper le site. Ils sont arrivés avec une voiture Fiat, un camion et une moto. Et le site a commencé à être balisé pour construire les casernements, etc. Alors on nous explique que le site est couvert par des petites dunes peu élevées constituées de sable. Et l'altitude est située à peu près au niveau de l'altitude de la mer, ce qui fait qu'il y a des petits canaux, ce qu'on appelle chez nous des fossés. Donc, nécessité forcément de tout remblayer ça. Alors, sachant qu'à l'époque, les avions ne décollaient pas sur des pistes comme aujourd'hui, ils décollaient forcément face au vent, quelle que soit sa direction. Donc, il fallait des champs immenses pour pouvoir décoller dans la direction du vent, décoller et atterrir dans la direction du vent, quelle que soit cette direction-là. D'ailleurs, on ne manœuvrait pas au sol les avions, le pilote ne pouvait pas manœuvrer les avions au sol, ils étaient aidés par des gens qui en soulevaient la queue. Donc, les travaux commencent. Le 15 mai 1918, le sol est nivelé et le premier avion est arrivé le 27 juin 1918, piloté par le commandant McDill. Il a été suivi très vite, quelques minutes après, par un second appareil. Et tous les appareils sont arrivés par la voie des airs. Aucun n'est arrivé en pièces détachées. Alors il y a eu un projet de voie ferrée pour approvisionner les matériaux
cette voie ferrée a été abandonnée par la suite parce qu'on n'a pas voulu supprimer du matériel du front pour l'amener au camp de Saint-Jean-de-Mont. On a donc fait venir des bateaux qui arrivaient à Saint-Nazaire, on les a fait venir à Saint-Jean-de-Mont et on débarquait le matériel sur la plage. C'est ainsi que des rouleaux compresseurs ont été emmenés et 3 semaines ont été gagnées dans le montage de ces rouleaux qui a été fait sur place au lieu d'être redirigé vers un autre camp pour être monté. Ces rouleaux compresseurs servaient à aplanir le terrain de manière à avoir des champs qui soient disponibles pour le décollage et l'atterrissage des avions. Puisque c'était, comme on a dit, pas des pistes, mais des grands espaces. Alors, c'est une information importante aussi, le camp du Champ-Gaillard n'était pas un camp où on formait des pilotes. On formait les pilotes qui étaient déjà pilotes à l'artillerie aérienne. C'est-à-dire qu'on les apprenait à tirer ou alors à l'observation. Il n'y a pas eu de formation technique de pilotage au Champ-Gaillard. Le terrain est essentiellement constitué de dunes de sable, comme on peut encore le voir sur place. Et ces dunes, ce sable est un sable relativement meuble, et comme les Américains arrivaient avec leur matériel, ils ne parvenaient pas à faire rouler leur matériel convenablement dans le camp. Il a donc été nécessaire de créer une route. Et c'est comme ça qu'ils sont allés à Bretignolles, à la carrière de Bretignolles, rechercher des cailloux, du remblai, et ils ont créé l'avenue Valentin comme ça. Il y a eu à peu près, grosso modo, 1500 tonnes de cailloux d'emmenés au Champ-Gaillard. Malgré tout, il y avait quand même beaucoup de difficultés au niveau de l'approvisionnement des matériels. Il fallait de 4 à 6 jours pour faire un voyage en camion à Saint-Nazaire, un voyage aller-retour en camion à Saint-Nazaire. Donc, d'où l'importance de débarquer un maximum de matériel directement sur la plage. Alors, le camp a été relativement éphémère, puisque le début du camp, la validation date du 25 février 1918, et en septembre-octobre, ce camp était presque terminé. Nous disposons d'un plan établi par les Américains à l'époque, sur lequel nous pouvons apercevoir encore les bâtiments qui existaient à l'époque. Ici, nous sommes à la ferme du Champ-Gaillard, le corps de la ferme, la grange ici. Nous avons la ferme de la Caillauderie avec le corps de ferme, la grange, et puis ce qui est devenu l'avenue de Besse aujourd'hui, puis ensuite l'avenue Valentin. Et enfin, nous avons ici l'emplacement précis du château d'eau. Et nous arrivons à la ferme des 10 écus, avec ici nous apercevons le corps de ferme. Nous remercions les propriétaires de nous avoir permis de faire ces photos. On nous dit qu'il y avait un hôpital de 50 lits qui représentait environ 3% des effectifs. Donc on peut en déduire qu'il y avait en permanence environ 1500 hommes sur ce camp. Ce qui est quand même important. La superficie du camp représentait environ 400 hectares. C'est-à-dire un carré, grosso modo, un carré de 2 km de côté. Ce qui est important. Alors aujourd'hui, on peut le situer comme allant de la Caillauderie, du camping de la Caillauderie, jusqu'au chemin du Roseau-Gaillard, et allant jusqu'à la mer dans l'autre sens. Ce qui représente, oui, environ 1500 mètres, 1500-2000 mètres à peu près, de côté. Alors le camp abritait donc, on l'a vu, 1500 hommes.
177 avions en état de vol, sûrement beaucoup plus, on estime environ 300 avions en tout, avec des appareils cloués au sol par des pannes, des accidents, etc. 50 camions, 15 voitures, 30 motos, 3 canaux. Il était composé de 25 casernements avec 8 réfectoires. Il y avait un quartier général, des hangars dits hangars Bessonneau, ce sont des hangars en arc de cercle. Un atelier de réparation d'une superficie de 1000 m² environ. Il y avait un atelier de construction mécanique, 2500 m². Des magasins de pièces détachées, entrepôts, etc., 800 m² à peu près. Un garage de 250 m². Et puis, on stockait aussi du carburant. Il y avait des cuves pour un total de 190 000 litres. Il y avait une cuve de carburant pour les véhicules, 75 000 litres. Des cuves d'huile, 20 000 litres environ. Et puis, tout près du Roseau-Gaillard, sur une hauteur, ils avaient édifié un château d'eau. Et pour alimenter ce château d'eau de 60 000 litres environ, ils avaient installé une station de pompage d'un débit de 1000 litres heure. Le camp était aussi composé d'un centre télégraphique, une centrale de production électrique d'une capacité de 25 kW, et tous les bâtiments étaient reliés par l'eau, l'électricité et le téléphone. Le tout ayant été construit en une période d'environ 8 mois, 8 mois et demi, puisque en septembre, le camp était quasiment terminé et opérationnel au moment de l'armistice le 11 novembre. Ce camp a été démantelé par la suite, mais là-dessus on a très peu d'informations. Beaucoup de matériel, notamment la scierie, a été vendu à des gens, des locaux dans le coin. Il va de soi que quand les Américains se sont installés là et ont créé tous ces bâtiments et tout ce camp, ils pensaient sûrement que la guerre allait se prolonger beaucoup plus. Et ils ont été pris de court. Lors de l'armistice, tout était prêt pour fonctionner, tout était en état et le camp était opérationnel à 100%. On pense qu'une partie du démontage a été fait par les Américains et une partie du démontage a été fait par des gens localement qui ont récupéré des hangars. Moi, j'ai connu un hangar tout près de chez mes grands-parents. Je pense qu'il avait été récupéré comme ça. On était allé le démonter et puis le réinstaller. Est-ce qu'ils avaient vendu, donné? On ne sait pas exactement. On n'a rien là-dessus. La formation. Alors la formation dispensée, on l'a vu, était essentiellement de la formation concernant l'observation et le tir. Alors, une partie de la formation était réalisée au sol. Ça consistait en la connaissance des différents armements, mitrailleuses installées à bord, la façon d'installer et le réglage de ces armes sur l'avion. Ensuite, il y avait une partie de formation qui consistait à des exercices de tir sur des ballons remorqués par des avions. Il y avait aussi des exercices de tir qui consistaient à tirer vers le sol. Alors ces exercices avaient lieu au-dessus de la mer, sur une zone sécurisée en face Saint-Jean-de-Mont. Alors pourquoi ces tirs? Contrairement à ce qu'on voit dans beaucoup de films, lorsqu'on tire sur le sol, on n'a pas de projection de terre, de sable. Par contre, en mer, si, on a des projections d'eau, ce qui permet de situer exactement l'orientation du tir. Et a priori, c'est quelque chose qui était énormément enseigné.
Il y a eu aussi des exercices au niveau de l'entraînement pour le combat aérien. Poursuite, tir, poursuite, aussi observation aussi. Les pilotes étaient formés pour pouvoir voler suffisamment haut en observant le sol et en observant évidemment ce que faisait l'ennemi. Il y avait à peu près 200 heures de formation entre le sol, le vol, et forcément avec des périodes où il n'y avait pas de formation, de possibilité de formation en vol, à cause de la météo. Donc ces périodes-là étaient utilisées pour la formation au sol. Les premiers stagiaires ont terminé leur formation en septembre 1918. Un petit mot sur les essais. Le camp était situé à proximité de l'école d'armement, on l'a vu, et d'un centre d'essai concernant l'artillerie. Et des officiers du service aérien ont été autorisés à effectuer des tests sur les armements. Alors, on nous dit aussi que si ce camp n'avait pas existé, beaucoup de pilotes auraient été envoyés au combat sans formation. Malheureusement, il y a eu pas mal d'accidents, des accidents mortels, des accidents d'avion mortels. Je crois qu'il y a eu 19 morts, il me semble. Et il y a eu aussi des accidents dus à des sabotages. Alors, des sabotages réalisés par des soldats américains d'origine allemande, et qui ont été a priori fusillés sur le champ. Okay. Alors, les avions du Champ Gaillard. Les avions se répartissent en deux catégories en fonction de leur domaine d'utilisation. Alors, il y avait les avions destinés à la poursuite et à l'observation et les appareils destinés au bombardement. Alors, plusieurs types d'avions. L'Airco DH4, dit DH4, il est connu au niveau de l'aéronautique comme l'appareil DH4, qui est un appareil biplan britannique et qui est un bombardier conçu par de Havilland. Il est équipé d'un moteur Rolls-Royce très puissant. Il embarque 2 mitrailleuses plus 210 kg de bombes. Et c'est un appareil construit en bois recouvert de toile. On a un avion de reconnaissance français, qui est le Doran AR1 et AR2. Le Breguet 14, qui est un appareil français de reconnaissance et de bombardement. C'est probablement l'un des meilleurs appareils de l'époque. C'est un avion, et c'est le premier avion conçu avec une structure métallique. Donc ce sera l'avion de Mermoz, Dora, Syntex, Guillaumet, etc. On a les Salmson, un avion d'observation français. Il y a eu les SPAD de type, le 7 et le 13. Ils sont équipés d'une hélice conçue par Marcel Dassault. Ce sera l'avion de Georges Guinemer, qui se verra homologué de 53 victoires. Il y avait le Sopwith Camel, c'est un avion britannique, un excellent produit des bureaux d'études, et il est équipé d'un moteur rotatif qui lui confère un couple important en virage. Et puis enfin les Nieuport 24, 27, 28. C'est le Nieuport, le premier appareil qui s'est posé au Champ Gaillard. Et ce sera l'avion qui sera utilisé par Charles Nagesser et qui va homologuer avec cet appareil-là 43 victoires. Alors une petite anecdote sur le camp du Champ Gaillard. Les Américains utilisaient une moto avec un sidecar que les Français ne connaissaient pas. Et les enfants de Saint-Jean-de-Mont avaient trouvé le nom de cette machine. Ils appelaient ça le poupoupou. Et le conducteur, il l'appelait le poupoutier. Enfin voilà, pour terminer, on va parler du Major McDill, qui était un pionnier de l'aviation militaire américaine. Leslie McDill avait le grade de colonel. En 1935, il devient membre éminent de l'état-major du ministère américain de la guerre
Et il occupe ce poste le matin du 9 novembre 1938, lorsque l'appareil qu'il pilote s'écrase peu après le décollage à cause d'une panne moteur près de la base de Bolling aux abords de Washington. Le commandant McGill va périr ainsi qu'un autre passager dans cet accident. Et en 1939, en son hommage, la base militaire aérienne située à Tampa, en Floride, prendra le nom de MacDill Base Air Force. Voilà, je crois qu'on a fait le tour du camp du Fort Gaillard. Soldat, lève-toi bien vite. Soldat, lève-toi bientôt. Si tu ne veux pas te lever, fais-toi porter malade. Si tu n'es pas connu, t'auras 4 jours de plus. Il passeront pas pour les enfants, ils passeront pas. Nos poilus résolus contre braves, les Français n'ont jamais d'esclaves, des têtes de poche aux athlétiques cruels d'espace. Ils passeront pas pour les enfants, ils passeront pas. Le succès est forcé pour nos armes, Français oublions nos armes. On les fera, ils passeront pas. Les pauvres troupions, et dans la poche nous parlerons, marchant mélancoliquement, nonchalamment. Au temps dur, nous arrêtons souvent, et comme nous n'avons jamais d'argent, nous les regardons, puis nous repartons. Nous sommes les pauvres troupions. Dans la petite ville où mon régiment tient garnison, c'est difficile de se procurer de la distraction. On est 12 000, quand on a fini de prendre la faction, on a le droit de se reposer et alors pour s'amuser, on se promène dans la rue de la manutention. La veine, elle est à côté du bastion. Et toute la semaine, dans la rue de la manutention, sur le trottoir, on va de part deux, on est bien heureux. Sur les chemins de France et de Navarre, dans le soleil, la neige ou le brouillard, le soldat chante une chanson bizarre, intitulée Le refrain du pinard. Le pinard, c'est de la pinasse, d'un réchaud, là où que ça passe. Vas-y, pinasse, remplis mon cœur, vive le pinard, vive le pinard. Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas, à 2 pas de la forêt. Une maison au mur tout couvert de lierre, autour le route et le nom du cabaret. La servante est les contilles, légère comme un papillon, comme une province pour un critique. Nous appelons la maison, nous en rêvons la nuit, nous y pensons au jour, ce n'est que ça de nous, mais pour nous faire l'amour.